Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici Une vie, une œuvre, l'émission qui vous propose chaque semaine le portrait d'un homme ou d'une femme qui a marqué son époque sur le plan intellectuel, littéraire ou artistique et dont l'héritage reste encore vivant de nos jours, comme c'est le cas avec le philosophe dont nous parlons aujourd'hui, célèbre cynique, toujours représenté dans son tonneau avec une lanterne à la main et entouré de chiens des rues. Son nom, Diogène de Sinope, 413-327 environ avant Jésus-Christ. La façon de vivre de Diogène de Sinope, philosophe clochard et aux mœurs sans tabou, a beaucoup marqué ses contemporains de la Grèce antique, de par son parcours de vie marginal et sa personnalité hors du commun, ne craignant ni les puissants, ni la misère, et toujours adepte de bons mots lesquels ont traversé les millénaires, comme cette répartie « Ôte-toi de mon soleil » lancée à Alexandre qui lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, ou encore celle-ci à l'adresse d'un homme qui lui reprochait de vivre dans la pauvreté et à laquelle Diogène répondit « Misérable, tu as pourtant vu bien des gens accéder à la tyrannie à cause de la richesse, mais jamais à force de pauvreté. » Diogène, chien aux aboiements décapants et aux morsures salutaires, un philosophe moderne que nous présentent Françoise Estèbe et Dominique Costa. Ohé, des hommes! Des gens s'assemblèrent aussitôt, mais il les toucha de son bâton en disant « J'ai demandé des hommes, pas des déchets. » Il se fait qu'il est connu pour être une espèce de caricature. Et c'est aussi à partir d'un certain nombre de ces anecdotes qu'on a la plupart du temps évité de penser Diogène pour rester à la surface de Diogène. Le portrait, il est habituel, il est sale, il a un bâton, une besace, une écuelle. Il est barbu, c'est un personnage qui vit dans un tonneau, dit-on. J'ai dû vous dire déjà que la traduction du mot pitos en grec ne peut pas être tonneau, puisque le tonneau est une invention gauloise. C'est-à-dire que toute l'iconographie qui vous présente un Diogène dans un tonneau est fautive. D'un point de vue historique, elle devrait vous présenter un Diogène dans une amphore, une grande amphore d'huile ou une grande amphore de vin, comme on en trouvait sur les ports à cette époque. Et sa fameuse lanterne. « Quelle sorte de chien es-tu » lui demandait-on. « Quand j'ai faim, dit-il, je suis un maltais. Repu, je suis un molosse. Deux races dont la plupart des gens font l'éloge, mais qu'ils n'osent suivre à la chasse par crainte de l'effort. Ainsi, ne pouvez-vous non plus vivre avec moi parce que vous avez peur de la souffrance. » Hirsute, barbu, vêtu d'un tribone, c'est-à-dire d'un manteau court, en bure grossière, portant une besace, dans laquelle il a mis quelques lupins pour se ravitailler, mais avec modération. Et puis naturellement, le bâton dans la main, qui est l'instrument pédagogique par excellence, et qui consiste à effectivement frapper les esprits, c'est-à-dire asséner des maximes. Apercevant un enfant qui dévorait des sucreries, Diogène asséna une gifle à son précepteur. Retour d'Olympie, on lui demandait s'il y avait foule là-bas. « Pas mal de monde, » reprit Diogène. Mais bien peu d'hommes. À une époque où Platon puis Aristote règnent en maître sur la pensée athénienne, voici que surgit Diogène, exilé de Sinope pour avoir, réalité ou symbole, falsifié la monnaie. Diogène qui revendique le chien comme emblème philosophique. Il sera le chien royal, sur les traces d'Antisthène, le vrai chien, que l'on considère comme le père fondateur de l'école cynique. Diogène crée son personnage théâtral de philosophe vagabond qui exhorte ses congénères à vivre en se conformant aux lois de la nature selon un bestiaire hautement pédagogique. De provocation en provocation, Diogène, par les crocs et le bâton, par de féroces jeux de langage et de main, enseigne à ses contemporains la voie courte, la plus exigeante pour arriver au dénuement, conquérir la maîtrise de soi et l'absolue liberté. Diogène démystifie les illusions, les vanités, les fausses gloires, le pouvoir, les honneurs et les richesses qui dénaturent l'homme. On ne le connaît que par des témoignages fragmentés
et les commentaires de ses ennemis principalement. Ils l'ont beaucoup caricaturé, mais Diogène, le subversif intempestif, l'objecteur de conscience, est un penseur qui exprime avec radicalité une vision du monde et une pensée philosophique en actes. Pour bien vivre, il faut disposer d'une raison droite ou d'une corde pour se pendre. Un temps de chien, c'est la période des cyniques sur plus de 8 siècles d'aboiements, de morsures, d'écumes rageuses. Écrivez-vous Didier Deleuil dans une étude sur les cyniques grecs. Alors, les cyniques, c'est une appellation qui demeure péjorative. Alors pourquoi avoir choisi le chien comme emblème? L'invective, l'appel au chien est rituel en Grèce, par le chien, etc. Et que ça peut être aussi une injure à l'occasion. Mais il faut bien voir aussi qu'eux-mêmes revendiquent l'adjectif kunikos du chien pour différentes raisons qui sont des raisons précises. D'abord, parce que le chien, le cynique, c'est celui qui se réclame de l'indifférence, la diaphoria en grec. Indifférence dans les comportements sexuels, indifférence en plus vis-à-vis de la cité, de la famille, etc. C'est aussi celui qui, comme le chien, manifeste une anéideia, c'est-à-dire une impudeur, une impudence, les deux. Faire l'amour en public, etc., coucher à la belle étoile, bon. Et puis c'est celui également qui est phoretikos, c'est-à-dire qui est perspicace. Celui qui sait distinguer l'ami de l'ennemi, qui voit exactement de quoi il s'agit. Et qui en plus est un chien de garde. Alors que garde-t-il? Évidemment, il ne garde pas la cité comme les chiens de garde platoniciens, mais il garde les principes de sa propre philosophie. Les autres chiens, disait Diogène, mordent leurs ennemis, tandis que moi, je mords mes amis, de manière à les sauver. Le chien, c'est aussi un emblème parce que ça mord, parce que ça ne reconnaît même pas forcément son maître, ça peut mordre la main de celui qui le nourrit. Michel Onfray. Et que si un cynique se trouve à la cour d'un puissant, c'est pas parce que le puissant lui donnera à manger que pour autant le cynique ne le mordra pas. Il est capable, bien que mangeant à la table d'un prince, de dire au prince que ce qu'il fait n'est pas défendable. Enfin, il est un peu le bouffon du roi en étant l'éthique d'un homme sans morale. Le chien, c'est celui qui lève la patte et qui pisse partout et qui copule avec la chienne qu'il aura rencontrée, etc. Diogène dit, voilà, c'est un modèle. Et alors évidemment, c'est une plaisanterie, évidemment, c'est choquant pour un philosophe de dire cherchez l'animal qui est en vous plutôt que de dire ce que disent les philosophes habituellement, du genre sortez de l'animal qui est aussi en vous. Mais au-delà de la provocation, se dit finalement, il n'a peut-être pas totalement tort aujourd'hui, alors qu'on a été hyper culturalisé, qu'on a des couches de civilisation qui nous ont recouverts, comme de la cendre recouvre Pompéi, par exemple. Eh bien, on peut imaginer qu'un travail de retrouvailles avec soi, avec notre part animale, n'est pas forcément une mauvaise idée, que Diogène n'avait sûrement pas tort déjà. Alors, en même temps, naturellement, tout cela a trait au fond de la philosophie des cyniques, c'est-à-dire l'apologie de la nature, la physis. Ce qui n'est pas en soi très original pour un grec. Tous les penseurs grecs sont... disons que la pensée grecque est physique de part en part, d'une certaine manière. Mais là, c'est un peu particulier parce que la physis, enfin la nature, devient, si je puis dire, une valeur refuge. C'est-à-dire qu'elle est érigée contre la loi, la coutume, contre le nomos, contre l'institution, et par conséquent, tout ce qui est naturel apparaît comme étant une norme. Une norme par rapport à laquelle on doit se définir et par rapport à laquelle on doit se comporter. Moi, j'ai souvent tendance à faire une espèce de triangle qui serait composé de Socrate, Diogène et Aristippe de Cyrène, qui sont des contemporains et qui, en même temps, sont des gens qui ont tous souffert de l'historiographie dominante qui est platonicienne. Donc Socrate, c'est le Socrate de Platon. Est-ce que le Socrate de Platon, c'est le Socrate historique? Sûrement pas. Quand on met en perspective ces trois-là, on a un vrai triangle subversif. Des individus qui sont singuliers,
autonomes, qui se construisent en se disant mais finalement la sculpture de soi c'est la seule chose importante, qui sont peu soucieux des pouvoirs et qui sont des pragmatiques. Il s'agit de construire un souverain bien ici et maintenant, sans les dieux, sans les fictions, sans toutes les béquilles qu'on retrouve chez Platon et les platoniciens. Alors il y a une difficulté pour les exégètes, Didier Deleuil, c'est que l'enseignement de Diogène ne nous est parvenu que de façon fragmentée, par des anecdotes, par des témoignages. Alors, que sait-on d'avéré dans l'existence de Diogène ? Tout est légendaire avec Diogène, Oui. pratiquement. Enfin, il a existé tout de même. Oui, il a existé, bien entendu. Oui. Non, il y a des témoignages de Platon, d'Aristote. Enfin, bon, il a existé, il n'y a aucun doute. Simplement, le seul témoignage direct que nous ayons, c'est Diogène Laërce, qui lui-même héritait d'autres témoignages, l'Idiadocaï et les successions de Sotion et autres, et qui naturellement constituent un fouillis extraordinaire, mais en même temps une mine pour les renseignements concernant pas seulement Diogène, mais l'ensemble de la pensée grecque. Alors, ce qu'on sait d'à peu près avéré, c'est qu'il est né à Sinope, que son père était banquier, semble-t-il. Oui, Sinope. Sinope, c'était en Asie mineure, vers Milet, par là. Et donc, qu'il était effectivement qu'il était le fils d'un banquier, que son père, prétendent certains, aurait falsifié la monnaie, et par conséquent aurait eu des ennuis. Mais en même temps, lorsque Diogène vient en Grèce, naturellement, il va vers l'oracle de Delphes. Et on lui dit, eh bien, tu vas falsifier la monnaie, l'oracle d'Apollon. Et donc, Parakaraten ton nomisma, dès cet instant, devient ce que va faire, effectivement, Diogène toute sa vie, et ce que vont faire les cyniques, c'est-à-dire, en fait, transvaluer, aller à contre-courant. Mais, entre-temps, il aurait été capturé par des pirates, ça arrivait souvent à l'époque, vendu à l'Ancan, acheté par un certain Xéniade, un Crétois, et il serait devenu le précepteur des enfants de Xéniade. Et à propos d'ailleurs de Xéniade, parmi les anecdotes rapportées, on lui aurait demandé « Que sais-tu faire, toi ?» Réduire l'esclavage. Et il aurait répondu une seule chose, commander. Dans son ouvrage Les Pédagogues, Cléomène raconte que des amis de Diogène avaient l'intention de le racheter, mais ce dernier les qualifiait de naïfs. Les lions, disait-il en effet, ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent, mais bien au contraire, ce sont les gardiens qui servent les lions. Car la crainte est le propre de l'esclave, et ce sont les fauves qui inspirent de la crainte aux hommes. Et alors, Diogène quitte Sinope, s'exile, arrive à Athènes, et là, que se passe-t-il ? Très vite, il adopte un mode de vie qui, évidemment, est apparemment calqué sur celui de Socrate. C'est-à-dire aller, comme ça, se promener sur l'agora, discuter avec tout un chacun, interroger, interpeller, les rencontres, rien de plus, mais sans lieu précis et surtout sans volonté d'enseigner. Alors, il y a une attitude un peu analogue, puisqu'effectivement, il se promène sur l'agora, puisqu'effectivement, il n'y a pas de lieu où il réside de manière définitive. Il va d'Athènes à Corinthe, de Corinthe à Athènes. Hein. Mais pardon de cette trivialité, au début, il a tout de même de l'argent ou pas ? Ah oui, sans doute, bien sûr. Au début, il a de l'argent, puis après, il va vraiment faire ce qu'il préconise. Mais il renonce. Il renonce, il distribue ses biens. C'est une constante de l'attitude cynique. On la retrouve chez d'autres cyniques, chez Cratès qui est très riche, chez Björn Borgsten, chez Peregrinus plus tard. L'idée, Nésicrite également, l'idée de balancer sa fortune par-dessus bord, c'est une idée typiquement cynique. Mais il l'a fait, Diogène ? Sans doute l'a-t-il fait, sans doute. Et donc, il s'agit évidemment de vivre de la manière la plus simple, la plus frugale possible, la plus proche d'une réputée nature. Je dis bien d'une réputée nature. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. 4h du soir. Vous avez certainement entendu parler d'un nommé Diogène. Diogène le cynique était un philosophe grec qui vécut vers 450 avant Jésus-Christ. Ça ne nous rajeunit pas. Diogène était ce qu'on appelle un drôle de type. En toute saison, il marchait pieds nus, n'avait qu'un manteau pour vêtements et logeait dans un tonneau.
il se souciait peu du confort moderne, mais il avait résolu la question des loyers et avait ainsi d'excellents rapports avec son propriétaire et ses concierges. L'histoire nous dit qu'il bannissait de son existence tout ce qui était inutile. C'est ainsi qu'ayant aperçu un enfant buvant à une fontaine dans le creux de sa main, il s'écria en grec « Cet enfant m'apprend que je conserve encore du superflu » et il brisa l'écuelle dans laquelle il avait l'habitude de boire. La leçon philosophique, elle est très simple, ne t'embarrasse pas de choses inutiles. Avoir, ça n'est pas être, et posséder, c'est être possédé. Donc juste le nécessaire, et parfois même le nécessaire est superflu. Donc à chaque fois, quelle que soit l'anecdote, il y a une leçon philosophique essentielle. C'est un philosophe clochard. Il fait l'aumône. Il vit l'aumône, normalement. Naturellement, il est complètement à l'extérieur de toute sphère sociale, bien qu'il soit sur l'agora, sur la place publique. Mais il est, comme vous le savez, enfermé dans sa jarre, la pistos. C'est son monde. Mais en même temps, il ne cesse d'invectiver les passants. Il ne cesse d'invectiver les passants, de chercher à communiquer avec eux, d'une certaine manière. Même si c'est sur un mode un peu brutal, mais il communique. Il communique avec eux. Et donc, par les mots et par le geste. Par le geste, et aussi par la parole, bien sûr. Oui. Et c'est en ce sens qu'on a pu faire, de manière un peu hasardeuse, de Diogène, un disciple de Socrate. Mais... À ceci près que Platon, si vous permettez, disait que Diogène, c'est un Socrate devenu fou. Pourquoi les gens donnent-ils aux mendiants et non aux philosophes? Réponse de Diogène. Les gens s'attendent à devenir un jour boiteux ou aveugles, mais jamais philosophes. On s'interrogea sur la portée de son geste quand il en vint à demander l'aumône à une statue. Je m'habitue au refus. Il y a une autre anecdote où on le voit fonctionner en philosophe boxeur. Il a des gants de boxe, enfin ce que sont les gants de boxe à l'époque, c'est-à-dire des petits sacs de peau à l'intérieur desquels il y a des bandelettes qu'on tient dans ses mains. Enfin, on pratique le pugilat beaucoup à l'époque. Et il menace les gens qui passent de ces gants de boxe parce qu'il pense, et ça aussi c'est une idée qui traverse l'époque jusqu'à aujourd'hui, mais il pense que la philosophie digne de ce nom, c'est d'abord une philosophie polémique, polémos en grec, la guerre. C'est-à-dire que c'est d'abord une philosophie qui doit inquiéter. Quand ce Platon lui semble ne pas être un philosophe parce qu'il n'a jamais inquiété personne en 25 ans de philosophie, eh bien d'une certaine manière, il dit ce qu'il pense être le devoir ou la tâche du philosophe, boxer ce qu'il mérite. Et il y a du monde. Quand il est boxeur, comme ça, on le voit dans une palestre, qui est l'endroit où se font les sports, où se jouent les disciplines, dans tous les sens du terme, et où la beauté du corps grec et la beauté de l'intelligence grecque se mélangent. Dans la palestre, eh bien, Diogène rentre en marche arrière, imaginez la posture, c'est-à-dire avance en marche arrière dans cette palestre pour faire savoir que les gens se trompent et que quand on lui, dans leur existence, et que quand on lui fait remarquer qu'il fait sûrement une sottise, lui dit mais vous faites bien le contraire de ce qu'il faudrait faire dans votre existence et ça ne vous gêne pas. C'est une invitation à la transvaluation des valeurs aussi. On peut utiliser la terminologie de Nietzsche qui par certains aspects est un cynique à sa manière aussi au sens philosophique, mais toutes ces anecdotes le disent très précisément, il y a une pensée, pas seulement une subversion pour elle-même, il y a une pensée derrière les anecdotes de Diogène. Michel Onfray, Diogène apparaît comme la figure de la subversion. Il est tout de même toujours contre tout. Oui, mais être contre, c'est être pour. C'est-à-dire qu'il est contre Platon, mais parce que Platon est idéaliste. Parce que lui, il défend un certain type de matérialisme. Il est contre Alexandre le Grand, on dira, parce qu'il est pour l'autonomie, la liberté, l'anarchie, si on veut faire une espèce d'erreur, parce que le mot n'existe pas, mais l'esprit existe tout de même. Il est contre les honneurs, les richesses, mais parce qu'il considère qu'il faut être pour l'être, pour la construction de soi, etc. Sa façon d'être négatif et dialectique, on dira. C'est-à-dire que la négativité de Diogène, elle propose toujours une positivité. Mais là encore, comme il y a une espèce de fiction sur Platon, il y a une fiction sur Diogène, et on le pense comme un grand négateur qui n'aurait jamais rien écrit. On lit souvent ça, y compris dans des encyclopédies prétendument sérieuses. Il suffit simplement de lire ce que Diogène Laërce raconte de Diogène de Sinope, et on découvre qu'il a écrit beaucoup de choses, et qu'on n'a rien à retrouver. Donc le fait d'avoir perdu les œuvres de Diogène n'est pas vraiment très exactement la même chose que le fait que Diogène n'ait jamais écrit. Donc il a été
contre parce qu'effectivement on est dans une logique platonicienne et que Platon fait la loi et on a l'impression qu'il s'oppose à Platon, mais il est pour beaucoup de choses, l'autonomie, l'indépendance, le matérialisme, la nature, l'ensauvagement de la vie, une certaine ascèse hédoniste très violente et immédiate. Et je pense que si... Ascèse hédoniste, oui. Ça mérite peut-être une explication. Toujours dans la logique platonicienne, on pense effectivement qu'il s'agit d'une antinomie et que l'ascèse ne peut pas être hédoniste, puisque l'ascèse, ce serait une espèce de tension et que l'hédonisme, ce serait une espèce de relâchement. Mais ça, ce sont deux contresens de l'histoire dominante, c'est-à-dire de l'historiographie dominante, c'est-à-dire platonicienne, qui nous fait savoir que l'ascèse, c'est pas le chemin, c'est ce qui signifie quand même, ce que signifie tout de même le mot étymologiquement, mais ça supposerait le refus des instincts, des passions, des pulsions, la négation de sa corporité, de sa matérialité, la célébration de son âme et de son esprit, que l'ascèse, ce serait ça. Ça n'est pas vrai. Je pense que d'abord, il y a une ascèse qui suppose le chemin. Et d'autre part, l'hédonisme n'est pas du tout ce qu'on dit. L'hédonisme n'est pas l'avachissement, l'abandon aux instincts en disant il suffit d'obéir aux passions et aux pulsions pour être un hédoniste. C'est pas du tout ça. C'est une construction. Regardez Épicure, qui est peut-être l'hédoniste le plus emblématique. Il nous dit qu'il faut savoir renoncer à un plaisir pour un plus grand plaisir. Et que payer un plaisir d'un déplaisir, ça n'est pas un plaisir et qu'il vaut mieux renoncer à celui-ci. Donc tout ça suppose quand même une construction, donc une ascèse. Et que l'ascèse puisse être hédoniste, ça me paraît loin d'être un oxymore, presque un pléonasme. Lorsque j'ai dit à Michel Onfray, Patrick Cohen, que j'étais à la recherche d'un Diogène des temps modernes, alors je lui ai demandé s'il en connaissait un. Il n'a pas réfléchi très longtemps, il m'a tout de suite dit « mais oui ». Et alors ce serait vous, Patrick Cohen. Alors vous êtes musicien, professeur au conservatoire. En quoi êtes-vous proche de Diogène ? Je pense que ma manière de vivre un petit peu isolée, un petit peu loin des grands centres, des grandes métropoles, bien que j'ai un métier qui me force à être régulièrement en contact avec ces métropoles, fait que j'ai un petit côté ermite dans son, je dirais pas dans son petit trou, mais dans son petit tonneau, dans sa petite caverne. Une vie un petit peu caverneuse. Et je ne vis pas non plus avec les éléments qui aujourd'hui semblent à la plupart des gens jubilatoires, comme Internet. J'ai même fait fi de l'électricité. Depuis 2001, je vis sans électricité. C'est peut-être ça qui me rapproche un petit peu, cet isolement et aussi le fait de tourner un petit peu le dos à tout ce qui est vraiment très clinquant, très rapide, à notre société. L'électricité, pour vous, fait partie du clinquant ? L'électricité, pour moi, fait partie d'un miracle, d'une féerie. Et dans féerie, je mets fête. Et certaines fêtes, effectivement, peuvent avoir des côtés clinquants. Je trouve surtout que l'électricité, c'est tellement miraculeux qu'il faudrait que je l'utilise avec parcimonie. C'est ce que je fais. Je l'utilise dans mon travail quand je suis au conservatoire. Je ne demande pas à ce qu'on débranche EDF au conservatoire. Vous avez l'eau ? J'ai l'eau. J'ai la chance d'avoir de l'eau. Sur mes terres, mes herbages sont tous, on peut dire, ils ont tous des points d'eau. Et j'ai une espèce de pompe qui fonctionne très bien avec de l'eau. Oui, bien sûr, j'ai de l'eau. Mais pour quelle raison avez-vous choisi ce mode de vie ? C'est ce mode de vie qui m'a choisi. C'est mon rapport avec les animaux, avec la nature, qui a fait que, effectivement, je me souviens d'une période où j'étais jeune professeur à Bâle et où j'avais déjà 4 gros chiens. Et c'était vraiment difficile. J'ai fini dans un petit village à la campagne. Alors, vous vivez dans une ferme isolée ? Je vis dans une ancienne ferme, qui a toujours été une ferme, en fait, et que je ne voudrais pas changer en résidence secondaire. Je mets un point d'honneur à laisser tout. Là, en ce moment, on me demande d'assainir. Assainir, ça veut dire faire des sanitaires comme on digne de ce nom pour notre époque. Ce que j'essaye de reculer le plus possible. Et je pense, si je suis obligé à des toilettes sèches, ce qui est aussi aujourd'hui tout à fait faisable, et puis aussi des étangs d'assainissement, vous savez, par les plantes. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Je me tiens toujours au courant de ce qui se fait. Pour l'instant, je gagne du temps, je n'assainis pas.
Diogène vit un jour une souris ramper vers lui et se tourner vers les miettes tombées de sa galette. Son esprit se redressa aussitôt et, se réprimandant, il s'adressa à la semonce suivante. « Que dis-tu, Diogène ? Voilà une souris qui se réjouit de tes restes et s'en nourrit. Toi, au contraire, l'âme bien née, tu te plains et te lamentes de ne pouvoir t'enivrer là-bas, étendu sur de moelleux tapis brodés. » C'est presque une fable de La Fontaine. Et cette façon de dire, mais bon sang, c'est bien sûr, la vérité, elle est là. La souris, elle me donne la voix, elle m'indique que la frugalité, c'est la vérité existentielle. C'est le programme existentiel de ma philosophie. Et de fait, il est dans cette logique-là. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'avant la souris, il y avait quand même Antisthène. Didier Deleuil. Alors, oui. Alors, le but de cette pratique, c'est naturellement la contestation des normes, la contestation de la civilisation même. Toute la pensée cynique est traversée par un virulent anti-prométhéisme. Plusieurs anecdotes montrent Diogène en train de s'invoquer de Prométhée, par exemple. Donc, l'idée que les dieux, qui auraient en quelque sorte apporté la civilisation aux humains, c'est quelque chose qui est contre nature, précisément, qui n'a pas de sens. Et qu'il faut, encore une fois, dans la mesure du possible, rester en conformité avec la seule valeur possible, la seule valeur réelle, qui est la physis, la nature. Alors, le fin du fin, c'est, au fond, de s'affirmer dans son humanité, précisément parce qu'on cherche l'humanité. Enfin, c'est la fameuse image, n'est-ce pas, de Diogène avec une lampe en plein jour, disant « je cherche un homme sur l'agora ». Ça veut dire « je cherche un sage, un sophos ». Mais alors, vous vous infligez tout de même un mode de vie qui est très rude. Et quels avantages y trouvez-vous ? Pour l'instant, aucun. Je cherche. je suis sur la quête. J'espère toujours que je découvrirai un avantage à cette vie, mais pour l'instant, je n'y vois que des inconvénients. Peut-être que je suis trop têtu ou trop coriace pour m'avouer vaincu, si vous voulez. Et le moindre petit pas dans la direction d'un confort, aussi petit soit-il, va m'entraîner dans quelque chose d'encore beaucoup plus confortable. Et là, je vais finir dans la ouate, enfin, je vais finir complètement dans la mélasse, et je sais que je vais me perdre. Le confort, pour moi, c'est l'ennemi. C'est vraiment l'ennemi. Mais pour moi, personnellement. Très souvent, Diogène fustige la mollesse. Alors, on fustige la mollesse, mais alors, au nom d'une certaine conception de la virilité ? Virilité est un mot inutilisable aujourd'hui parce qu'on a les associations de jeunes filles qui nous arrivent dessus tout de suite en disant si vous dites mais non, j'utilise virilité à partir du latin qui veut c'est le vir, c'est l'homme, c'est pas le phallus au sens freudien du terme, c'est l'humain. Moi je préfère tension. Je pense qu'il y a une tension chez Diogène. Il faut vivre debout, il faut être dans l'énergie. Le bon moment, il faut le saisir. Il faut donc être sans cesse aux aguets. Il faut avoir l'œil ouvert sur le monde. Il faut écouter, entendre, sentir. Il faut être une espèce d'animal aux aguets. Et puis, donner le coup de patte au moment où il faut donner le coup de patte, ou le coup de croc au moment où il va falloir donner le coup de croc. Je fus un jour chez un adolescent d'une richesse considérable. On m'installe dans une salle à manger ornée de toutes parts de peintures et de dorures, au point qu'il n'y avait même pas un endroit pour cracher. Comme une glaire me montait à la gorge, je l'expectorais et, promenant les yeux autour de moi sans trouver un endroit où cracher, je crachai sur le jeune homme lui-même. Il m'en fit le reproche. À quoi je répondis, en l'appelant par son nom, « Quoi ? Tu me reproches ce qui vient de se passer et tu ne le reproches pas à toi qui as fait décorer les murs et le pavé de ta salle à manger et n'a laissé sans décoration que ta personne, invitant par là à cracher dessus ?» Dans l'esprit, me semble-t-il, cynique, oui. Le but, c'est précisément de réaliser son essence. C'est-à-dire que l'individu se réalise lui-même en tant qu'être humain comme individu, et non pas en fonction d'une norme qui serait une norme supérieure et imposée par, précisément, la civilisation. Donc,
Vous savez, il y a une formule de Plutarque qui dit bien les choses. Il dit, au fond, le propos des cyniques, c'est de vouloir ensauvager la vie. Ensauvager la vie. La bête sauvage, l'animal sauvage, peut apparaître comme un modèle. Mais alors, rechercher l'humanité, c'est faire la bête, d'une certaine façon. Bête, naturellement, mais oui. Alors, faire la bête, ça va nous amener quoi? Le bonheur? Alors, oui, bien sûr, c'est en principe la finalité de l'opération. Plutôt que le bonheur, je crois qu'il s'agit plutôt du contentement de soi. C'est-à-dire l'idée d'avoir accompli un périple, et que ce périple, finalement, manifeste ce que tout individu, en principe, porte en lui, et qu'il peut alors complètement réaliser, à partir précisément à la fois de la maîtrise de soi-même, car il y a bien l'idée d'une maîtrise de soi-même, qui exige un entraînement, tout cela n'est pas donné. Il y a même un texte de Diogène Laërce, qui est une interpolation, sans doute stoïcienne, mais enfin peu importe, qui compare l'entraînement des athlètes et l'entraînement psychique, moral, et qui, par conséquent, met en regard l'idée d'un ascétisme, d'un entraînement qui implique un ponos, un labeur, une épreuve. Derrière cela, il y a aussi, puisque je parle de ponos, l'importance du mythe d'Héraclès, d'Hercule. Pourquoi vous qui avez le goût du plaisir, d'une certaine façon, de l'art, pourquoi vous infligez-vous une vie aussi spartiate, aussi douloureuse? Mais vous ne savez pas où je trouve mon plaisir, donc est-ce que je me fais vraiment ça exprès, ou est-ce que ça me vient plus ou moins par hasard? Je ne saurais le dire exactement. Comme j'ai dit, je ne me complais en rien. Je laisse les choses un petit peu venir, évoluer. Et c'est vrai que quelquefois je me dis, c'est peut-être quand même pas le bon chemin que tu as pris là. Quand c'est vraiment très dur. Quand ça devient. Cet hiver, effectivement, c'était pas toujours facile. Comme comme je vous ai expliqué, je vis à des températures, bien sûr, largement sous zéro. Je ne ferme plus ma fenêtre. J'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas qu'il y ait de différence entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Et là, finalement, c'est beaucoup moins dur. Je vous promets, essayez. En fait, je voudrais être, alors que je suis plutôt du côté de Diogène, je voudrais être stoïque, en fait. Mais... Enfin, je veux être un homme. Enfin, ça m'a inculqué des valeurs de mon père, certainement. De serrer les dents, de ne pas vouloir admettre que c'est dur, ou de reculer un petit peu les frontières. La question de l'ascèse sévère, elle suppose justement qu'on évite de tergiverser. Une espèce de façon de ne pas s'encombrer du monde chez les cyniques, en disant si quelque chose pose problème, fonce dedans. Ou passe par-dessus, mais ne passe pas à côté. C'est une philosophie de taureau excité, ou de sanglier quand même, la philosophie des cyniques. Je pense qu'il y a une espèce, presque une brutalité de grande santé, quoi. Ce sont des gens pleins de... Enfin, Diogène est, me semble-t-il, un homme plein de vitalité, avec une grande santé nietzschéenne. On demandait à Diogène quel était le temps propice pour se marier. Pour un jeune homme, dit-il, c'est trop tôt. Pour un vieillard, trop tard. Il aperçut une fois les gardiens d'un temple traînant avec eux un quidam qui avait dérobé un vase, propriété du trésor. Voilà, dit-il, les grands voleurs qui en entraînent un petit. La notion de nature regroupe en gros deux choses. Une contestation contre les institutions en général. Alors il ne faut pas se marier, il ne faut pas faire de politique, etc. Et également une apologie de la simplicité. En même temps, bien sûr, il y a la possibilité de considérer que ce que certains peuples et certaines espèces animales pratiquent couramment doit faire norme. Autrement dit, il y a un relativisme. Alors, d'où l'apologie de l'inceste, d'où l'apologie le refus du mariage, d'où l'apologie du cannibalisme. De l'endocannibalisme, c'est-à-dire manger, bien sûr,
pas n'importe qui, mais ses propres morts, hein, etc. Toutes choses qui naturellement apparaissent comme étant un défi par rapport à ce qu'on appelle la culture. On peut, à partir d'anecdotes, extrapoler ce que pouvait être la pensée d'un Diogène. Par exemple, quand il nous dit qu'on doit pouvoir manger de la chair humaine, du poulpe cru, et que tout ça, c'est très exactement la même chose, qu'il y a un monisme matérialiste chez Diogène. Quand il nous dit que quand on est mort, après tout, c'est terminé. J'allais dire, quand on est mort, c'est pour la vie, ou c'est pour longtemps, ou c'est pour l'éternité, et bien qu'on peut très bien balancer le cadavre dans un fossé, que ça suffira bien, si des oiseaux ou des chiens passent par là et mangent le cadavre, c'est pas vraiment un problème. On peut donc imaginer que ce matérialisme-là, il est radical, que l'idée d'une espèce d'âme qui serait éternelle, immortelle, lui était absolument étrangère, et qu'on est dans une radicalité matérialiste, dans une radicalité hédoniste aussi. À la manière du procès de Socrate, vous avez imaginé le procès de Diogène, Bruno G, dans votre ouvrage Diogène ou du plaisir solitaire. Et alors, ce qui déclenche ce procès, c'est la provocation de Diogène se masturbant sur l'agora. Alors, est-ce que c'est cette provocation radicale, bien entendu, la masturbation sur la place publique, qui vous paraît emblématique de la philosophie en acte de Diogène, Bruno G ? La plus radicale, peut-être. Oui, la plus radicale, qui n'a jamais été égalée par la suite. Il y a eu des imitateurs de Diogène sur d'autres plans, mais sur celui-là, personne n'a osé encore. Et alors, de ce point de vue-là, oui, c'est assez emblématique. Il va jusqu'au bout, Diogène, il n'a pas peur. Mais vous qualifieriez Diogène de libertaire, de subversif, d'anarchiste ? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est... Il y a une part de provocation, évidemment, mais elle n'est jamais gratuite. La provocation, pour Diogène, tel que je le comprends, c'est pour faire avancer les choses, pour faire réfléchir, pour aider les hommes à s'émanciper et à devenir hommes, vraiment, puisque Diogène, il y a deux problématiques. Celle de l'affranchissement, c'est un ancien esclave affranchi. Et à mon avis, toute sa vie tourne autour de cette problématique de l'affranchissement. Enfin, esclave, il ne le fut qu'un temps, ce fut un accident dans sa vie. Oui, mais quand même, à mon avis, un moment fondateur. Mais alors, que veut-il dire par ce geste ? Il veut dire qu'il faut se réconcilier, en quelque sorte, avec une nature qu'on a un peu délaissée, peut-être, qui est prisonnière de tout un tas de conventions incompatible avec le statut d'homme libre. Et la masturbation fait partie de cette démonstration. Au sens où il est sûr qu'il va marquer les esprits avec un geste comme ça. Pour vous, Diogène, Bruno G, c'est un électrochoc. C'est cela. Oui, vous ajoutez un animal à son bestiaire, vous parlez de poisson torpille. Voilà, c'est la filiation avec Socrate, c'est-à-dire... Et effectivement, l'ordre de l'électrochoc, ça crée un saisissement, Il remue, il secoue, mais pour obliger à réfléchir sur ce qui est de l'ordre du préjugé, de la doxa, et ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est émancipateur. Sa vie est la démonstration de ce qu'il pense. La provocation est une invitation à arrêter le personnage qui passe et qui ne s'arrêterait pas sinon. Il faut étonner. Donc on dit que l'étonnement est à l'origine du questionnement philosophique. Et on peut effectivement étonner plus facilement en se masturbant sur la place publique qu'en faisant un long discours qui ne va pas forcément arrêter le docker, le charpentier ou la marchande de poissons qui passe. D'un seul coup, ce geste-là fait qu'on va sûrement s'arrêter, qu'il va y avoir un attroupement et que ça va être l'occasion de stopper une foule pour l'inquiéter philosophiquement. C'est un geste pédagogique. Oui, absolument. Qu'as-tu gagné à faire de la philosophie ? Lui demandait-on. Au moins ceci, sinon rien d'autre. Je suis prêt à toute éventualité. On voit par exemple, parmi les anecdotes célèbres, un Diogène traînant un hareng derrière une ficelle.
et essayez de traîner un hareng derrière une ficelle, vous verrez un petit peu comme on vous regardera. Et c'était l'épreuve initiatique d'une certaine manière, demandée par le maître, pouvoir avoir le droit d'être le disciple. Les cyniques considéraient qu'il fallait mériter d'une certaine manière, mériter d'être un disciple. Et Antisthène déjà avait commencé et donné des coups de bâton sur la tête de Diogène, qui aimait bien ça. Et comme Diogène résistait et s'en prenait plein, il disait je crois que tu peux faire un bon disciple. Et Diogène avait inventé cette technique en disant tu veux être cynique, très bien, mais il faut le montrer. Ça suffit pas de dire qu'on veut être philosophe sans l'être, il faut incarner la philosophie. Et incarner la philosophie, ça suppose être capable justement de ce type de performance, traîner derrière soi, au bout d'une ficelle, un hareng, et ne pas avoir peur du regard que les autres vont pouvoir porter sur nous. Il n'argumente pas. Il n'argumente pas, il ne raisonne pas. Il assène. D'où le bâton, le xylone. Et il s'agit d'asséner, de frapper, d'une certaine manière, de frapper les esprits, bien sûr. Et donc, en renonçant à tout développement dialectique, en renonçant à toute rhétorique, mais en lançant des traits qui, naturellement, doivent porter. Une ironie mordante, précisément. Voyant une vieille femme en train de se faire une beauté, il lui dit « Tu te trompes si tu fais cela pour les vivants, et si tu le fais pour les morts, fais vite. » Quelle est l'originalité de Diogène, Michel Onfray? Dans un monde où tout le monde obéit, veut de l'argent, du pouvoir, des honneurs, des richesses, dans un monde où tout le monde a envie d'être de la cour d'Alexandre le Grand, où tout le monde se damne, où tout le monde vendrait père et mère, pour avoir la fortune d'un Bill Gates, pour avoir faire partie de la cour d'Obama, par exemple, ou ce genre de choses. Eh bien, voilà un individu qui, quand Alexandre le Grand vient le voir, dans son amphore, il a entendu parler de Diogène, et on lui dit, voilà, il y a un philosophe étonnant, subversif, extrêmement libre. Enfin, il y a des conseillers en communication qui m'ont fait savoir qu'il y avait cet individu qui s'appelait Diogène. Alexandre arrive, c'est l'équivalent, je vous dis, d'un Obama aujourd'hui, et on connaît l'histoire. Enfin, il y a une traduction qui est le personnage d'Alexandre qui dit à Diogène « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu veux, je le peux. » Et la traduction classique est « Ôte-toi de mon soleil ». On dirait aujourd'hui « Tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Un philosophe qui est capable aujourd'hui de dire à un homme de pouvoir « Tire-toi, tu me fais de l'ombre », il n'y en a pas beaucoup. Qu'y a-t-il de révolutionnaire en Diogène, Didier Deleuil? À mon avis, pas grand-chose, sinon le fait qu'il est peut-être le premier, ou un des premiers, à prendre conscience du changement de statut de la cité grecque. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Dans la période dite classique, par commodité, Platon, Aristote, on voit bien que ce qui est mis au premier plan, c'est l'idée de cité, et par conséquent de citoyenneté. Et puis Philippe de Macédoine. Et puis la bataille de Chéronée, 338. Et naturellement, à ce moment-là, la Macédoine devient... Philippe devient le maître des cités grecques. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'indépendance, une perte d'autonomie, une perte même de liberté, au sens grec, et eleutéria, c'est-à-dire être délié, ne pas être entravé, ne pas être esclave. Le contraire du doulos, l'esclave, qui lui est entravé, enchaîné. Il y a une perte de liberté des cités grecques. Et cette perte de liberté des cités grecques, même si elle est plus, à certains égards, symbolique que réelle, entraîne évidemment une métamorphose dans la pensée. Et toutes les écoles dites hellénistiques, dont finalement Diogène n'est qu'un précurseur, en ce qui concerne, se situent par rapport à cette perspective. Si vous prenez par exemple les épicuriens, le jardin, etc., c'est le retrait de la vie politique. Le retrait. Il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire être chez soi, s'occuper de ses amis, etc., mais ne pas se mêler de politique. Le courant sceptique pyrrhonien, c'est l'abstention, ne pas prendre parti. Ce qui, naturellement, est le contraire de ce que fait un citoyen, si on le transpose sur le plan pratique. Les stoïciens, c'est autre chose. Mais, précisément, puisque le cynisme est à l'origine de l'ancien stoïcisme, je crois que l'articulation, c'est le cynisme. Et d'abord Diogène, puis Cratès ensuite. Les premiers à prendre conscience qu'effectivement, il y a là un changement de statut. Et que, par conséquent,
la cité n'étant plus ce qu'elle était, alors effectivement, il faut trouver autre chose. Mais et là, c'est la nature comme valeur refuge. Le stoïcien Denis raconte qu'après la bataille de Chéronée, Diogène fut fait prisonnier et traîné devant Philippe, qui s'informa de son identité. Diogène lui répondit « J'espionne ton insatiabilité. » Est-ce que, par rapport au pouvoir en place, Diogène ne tient pas le rôle de bouffon, d'une certaine façon? Si, bien sûr, oui. C'est le bouffon du prince. Très certainement. Mais en même temps, c'est un peu plus que cela. C'est le bouffon, et puis, mais c'est pas incompatible, c'est aussi le témoin. L'épiscopos, le martus en grec, peu importe, le témoin. Celui qui, à la fois, est là pour précisément dire attention. Une sorte de conseiller du prince comme l'est un bouffon. Un bouffon n'est pas autre chose qu'un conseiller du prince, mais qui le rappelle à ses origines. Il dit, tu n'es que cela, n'oublie pas d'où tu viens. Mais c'est un conseil. Alors, de la même manière, être le témoin, c'est cela. C'est dire, bien voilà, attention, je t'épie, je te surveille, je te regarde. Je sais d'où tu viens. Et tu dois, à tout instant, savoir toi-même d'où tu viens. C'est évidemment la relation, sans doute un peu fantasmée, mais racontée comme telle, que Diogène entretenait avec Alexandre. Vous pourriez être violent comme l'était Diogène? Quand on vit avec des chiens, je peux vous dire qu'on est violent. Les chiens sont violents. Les chiens, les loups sont violents. Il faut se faire respecter, voilà. Cette violence-là, se fait respecter. Diogène était-il un homme violent pour vous, Michel Onfray? Oui, il y a certainement des gestes qui sont violents. C'est-à-dire que si on se met à la place du personnage qui croise Diogène, ça peut être violent. Par exemple, il crache sur le visage de quelqu'un et on lui demande pourquoi il fait une chose pareille. Et il dit c'est le seul endroit sale que j'ai trouvé. Il y a une violence, il y a une brutalité. Elle est souvent verbale. La saillie est vraiment très violente, c'est-à-dire on s'en remet pas. Il y a des jeux de mots, il y a des bons mots comme ça, et qui font que, à l'époque, je pense qu'on ne s'en remet pas. Mais est-ce qu'un personnage comme Diogène faisait peur? Il faisait scandale, mais est-ce qu'il faisait peur? Difficile à dire. C'est dérangeant tout de même. C'est dérangeant, bien sûr, c'est dérangeant. Sans doute, disons pour les citoyens, les vrais citoyens, ceux qui véritablement considèrent que la Grèce a quand même inventé la démocratie. Bon. Et donc la citoyenneté. La citoyenneté, de ce point de vue-là, peut évidemment s'effrayer et se dire, mais enfin, où est-ce qu'on va? Il n'y a pas d'issue, en apparence, bien sûr. Mais est-ce qu'il lui est arrivé d'être agressé, par exemple? Oui, on prétend qu'il a été agressé à plusieurs reprises. Oui, oui. Comment imaginer une cité ou une société, une communauté composée de Diogène? Écoutez, là, je n'ai pas les moyens de vous répondre parce qu'il y avait un texte qui nous aurait permis d'y répondre. Il a écrit un texte sur la royauté, Diogène. Donc évidemment, totalement perdu. Et donc il y avait une politique de Diogène, ça me paraît clair. Je pense simplement que dans la cohérence de Diogène et du cynisme diogénien, entendons-nous bien, puisqu'on parle de Diogène, on peut imaginer effectivement une espèce de sage au pouvoir. Ce qu'on peut savoir, c'est que peut-être, un peu comme avec l'idée que je me fais aujourd'hui de l'anarchie, c'est moins un programme politique qu'un comportement dans une cité ou dans une civilisation, quelle que soit la cité et la civilisation. Une invitation programmatique et existentielle à dire, voilà, quel que soit le pouvoir, voilà comment il faut vous comporter. C'est-à-dire un homme libre, indépendant. Et c'est pas d'ailleurs très étonnant que parfois, dans les histoires de l'anarchie, qui sont souvent écrites comme des catéchismes aussi, on ait un premier chapitre, voire une introduction dans le genre genèse de l'anarchie, et que dans la genèse de l'anarchie, il y a souvent Diogène. Ma patrie n'est pas la cité, la police, ce n'est pas la cité. C'est la raison pour laquelle on parle du cosmopolitisme de Diogène. Alors le problème est le suivant, c'est que le cosmopolitisme tel qu'on le trouvera plus tard chez les stoïciens, on peut dire qu'il a une formule toute simple. C'est « je suis partout chez moi ».
Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de barbares, les frontières sont abolies, symboliquement bien sûr. Chez Diogène, l'idée du cosmopolitisme qui est présente, ça veut dire exactement l'inverse. Je ne suis nulle part chez moi. D'où la jarre, le pistos. Là, je suis chez moi. Qu'une langue mielleuse lèche la pompe stupide, que les charnières fécondes du genou se ploient là où il peut y avoir profit à flagorner. Entends-tu ? Depuis que mon âme tendre a été maîtresse de son choix et a pu distinguer entre les hommes, sa prédilection t'a marqué de son sceau. Car tu as toujours été un homme qui sait tout souffrir, comme s'il ne souffrait pas. Un homme que les rebuffades et les faveurs de la fortune ont trouvé également reconnaissant. Donnez-moi l'homme qui n'est pas l'esclave de la passion, et je le porterai dans le fond de mon cœur. Oui, dans le cœur de mon cœur. Comme toi. Vous faites un parallèle qui peut paraître étonnant, Henri Suamy, vous qui êtes spécialiste de la littérature anglaise, entre Hamlet et Diogène. Alors Hamlet comme héritier de Diogène. Donc vous voyez une parenté entre ces deux hommes si différents. Hamlet fait partie des personnages shakespeariens qui se caractérisent par le fait que ce sont des hommes de méditation, des hommes de contemplation, le contraire d'un homme d'action. Et Hamlet, qui a le rôle le plus long de tout le théâtre shakespearien, c'est aussi celui qui agit le moins, qui parle le plus, qui est un moraliste exigeant, qui envoie des sarcasmes à tout le monde, qui a un esprit mordant, parfois méchant, qui est misanthrope et très misogyne aussi, comme l'était, je crois, Diogène. Mais donc Hamlet, c'est cela. C'est un moraliste, c'est un idéaliste, mais quelqu'un qui a également le sens des réalités grossières, des réalités matérielles, qui juge les faux semblants, les hypocrisies des gens, à la fois à l'aune des grands principes de la morale, mais aussi de la réalité quand elle nous rappelle notre condition mortelle, notre condition difficile sur la planète. Pour vous, Henri Suamy, Diogène est un moraliste. Oui, je pense que c'est un moraliste. Évidemment, ce n'est pas un moraliste comme on se les représente habituellement, mais quelqu'un qui passe son temps à invectiver les gens pour considérer qu'ils mènent une vie futile, une vie décadente, une vie vicieuse, que en plus ce sont des gens qui ne connaissent pas leurs propres intérêts, qui préparent leur malheur avec leurs propres mains, ça relève de la morale. D'autre part, Diogène, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, applique ses propres théories, puisqu'il vit dans la pauvreté, dans le renoncement. Il y a une philosophie du dépouillement, que l'on trouve aussi chez Hamlet. Il y a un côté Saint François d'Assise chez Hamlet, évidemment. Il peut sembler un peu blasphématoire de comparer Diogène à Saint François d'Assise. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui se dépouillent de tout pour être plus proches des réalités, aussi bien des réalités matérielles que des réalités spirituelles. Par cette arme du langage et ces agressions verbales très, très fortes, Hamlet veut faire tomber les masques comme Diogène, Henri Suamy. Oui, c'est-à-dire que les gens qui jouent sur les mots, sur le langage, ce sont des poètes, ce sont des artistes, ce ne sont pas les hommes d'action. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de relation, enfin de ressemblance entre les artistes et les philosophes ou les gens qui traversent l'existence, non pas en tant qu'acteurs, mais en tant que spectateurs, qui sont détachés des ambitions habituelles, des appétits habituels et sociaux en particulier des hommes en général. Donc quelqu'un comme Diogène qui dit qu'il a été heureux d'être esclave, par exemple, parce qu'en étant esclave, il était paradoxalement libéré d'un certain nombre d'obligations que les hommes s'imposent à eux-mêmes, c'est quelqu'un qui manifestement se situe en dehors de l'humanité. On ne peut pas non plus le traiter de fou, de schizophrène, c'est autre chose. Il y a quand même un tempérament d'artiste, même si ça ne se traduit pas par de la créativité.
Dans votre ouvrage Diogène ou du plaisir solitaire, Bruno G, vous écrivez « La verve du bâtard de Sinope, donc Diogène, vaut parfois la prose du père de la psychanalyse ». Alors pour vous, Diogène, c'est un moderne? Ben oui, je trouve, sur différents plans, qu'il y a une certaine, une incroyable même modernité chez Diogène. Son éthique naturaliste annonce l'écologie, ce thème de l'inversion des valeurs, ça rappelle Nietzsche, la levée des tabous sur les matières sexuelles, ça peut faire penser à la psychanalyse, l'idée de se réconcilier avec la nature, il y a aussi un petit peu de Rousseau, bref, tout ce qui s'est fait de mieux depuis quelques siècle, là, depuis le 18e, 19e et 20e, c'était déjà un peu chez Diogène, moi, je trouve. Ouais. Diogène peut être effectivement un auteur ou une figure ou un symbole tout à fait exemplaire pour notre époque. Ouais. Se posséder, c'est posséder le monde, et ça, c'est une jouissance. Une jouissance qui détermine un bonheur particulier, à mon avis, le bonheur cynique, oui. Il y a une jubilation chez le cynique? Ah, je pense. Je pense que ce ne sont pas des sinistres déjà, ce ne sont pas des pessimistes, ce ne sont pas des gens qui, comme Héraclite, sont associés aux pleurs, aux larmes. De fait, il y a une tradition des grands riards, comme dit pour utiliser l'expression de Montaigne. Dans les grands riards, il y a effectivement Diogène, Cratès et tous les autres cyniques. Pas tant Antisthène, qui est leur maître à tous et qui est un petit peu le maillon entre le haut stoïcisme et puis le cynisme. Donc Antisthène, c'est un austère qui se marre pas. Il y a une chronologie, je dirais, dans le cynisme. Mais tous sont quand même des rieurs, des gens qui veulent vivre la vie et qui surtout veulent ne dépendre de rien ni de personne. Ça reste quand même une jubilation sans nom, tout ça. Diogène dit « Regardez les animaux, faites comme les animaux. Je récupère un poulpe, il est cru, je le mange. » Ça ne lui a pas réussi. C'est ce qu'on dit. Il est mort par où il a péché, c'est-à-dire on a une espèce de retour du refoulé, dirait notre ami Sigmund Freud, et le chien pour l'ensauvagement, le poulpe cru pour l'ensauvagement, là une fois encore, eh bien il y a une espèce de cohérence assez drôle en plus de ça. Diogène, le chien royal, une émission de Françoise Estèbe avec Patrick Cohen, pianiste, professeur au Conservatoire national de Paris, Diogène des temps modernes, Didier Deleuil, professeur émérite de philosophie comparée des sciences sociales à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, auteur de l'ouvrage Les cyniques grecs, lettres de Diogène et Cratès, édition Actes Sud Babel, Bruno G, professeur de philosophie à l'université de Dijon, auteur de Diogène ou du plaisir solitaire, édition Plein Feu. Michel Onfray, philosophe, auteur de Cynisme et les sagesses antiques aux éditions Grasset, Philosopher comme un chien, édition Galilée. Henri Suamy, spécialiste de littérature anglaise, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Patrick Cohen était au piano et Bernard Bouillon prêtait sa voix à Diogène. Prise de son Maïtran, mixage Claude Niort, réalisation Dominique Costa. Il serait mort en mangeant un poulpe cru. Diogène de Sinope dans Une vie, une œuvre aujourd'hui. Merci à Françoise Estèbe et à Dominique Costa pour cette émission que vous pouvez réécouter sur notre site. Si vous l'avez prise en cours, n'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast d'Une vie, une œuvre. Ainsi, vous pourrez conserver, si vous le souhaitez, tous les numéros de notre émission sur votre disque dur. La semaine prochaine, c'est une escapade argentine que nous vous proposons dans Une vie, une œuvre avec celui qui était un grand ami de Borges, Bioy Casares, dandy, gâté par la vie, et qui a construit une œuvre fantastique de tout premier plan. Vous l'entendrez dimanche prochain, même heure.